C'est encore plus claqué qu'au sommet d'Amont. C'était vraiment la première immense vedette du cyclisme belge. Et donc ça joue. Cette course est une connerie. C'est une connerie. L'important, c'est de l'avoir fait. On reconnaît nos classiques, saison 2, épisode 6. Paris-Roubaix. Et regardez, vous vous souvenez, Gilbert Duclos-Lassalle, regardez un passionné de la région ici qui a reproduit le vélodrome d'arrivée de Paris-Roubaix. Et on voit même le détail poussé à l'extrême avec la photo de Gilbert Duclos-Lassalle là-bas, comme s'il était dans l'écran de télévision. Duclos-Lassalle s'impose chez lui lors de sa 14e participation. Je suis juste à côté de Roubaix, dans la petite ville de M. L'expo, le Vélos d'échelle. Alors on a des pièces uniques, 1990 et 10 plans carte. Waouh, c'est son maillot, on le voit sur le podium avec son numéro 6. Mais c'est pas le dernier vainqueur belge. Le dernier vainqueur belge, c'est qui encore? Philippe Gilbert, évidemment. Pascal Sergent, historien et collectionneur, notamment de ce genre de pièces, c'est quoi? Jean Sablinski, champion de France 62. Et le premier vainqueur belge, il avait des poignées comme ceci en bois? Oui, c'était les types de vélos d'époque, sans vitesse. C'est un pédalier de combien ça? Là, c'est peut-être un 52-18. Premier vainqueur belge, évidemment, c'est pas Wout C'est van pas Aert, Wout non plus, hein. c'était Cyril Van Aert en 1908. Donc c'est lui, ce joli moustachu, cycle Lion des Flandres, parce qu'on le surnommait le Lion des Flandres. Il avait un magasin de cycles à Bruxelles. C'était vraiment la première immense vedette du cyclisme belge. C'est lui qui a amené véritablement le cyclisme dans les Flandres, parce que c'était un Flandrien. Et ça a débordé complètement sur toute la Belgique très rapidement. Ça a créé des vocations. Et ça, c'est la première année, 1896. Ouais. La grande course vélocipédique de dimanche. Le départ, porte-maillot à Paris. Le clergé était contre la première édition parce que ça tombait le dimanche de Pâques et qu'on avait peur que les cyclistes et les fervents n'aient pas la messe. Alors l'organisateur a laissé croire qu'il y avait eu une messe le matin avant le départ. En réalité, il n'y a pas eu de messe. Mais pour justement apaiser les tensions, on a laissé entendre qu'il y avait une messe au départ de Paris-Roubaix. Alors on a encore une autre star belge qu'on appelait le Bulldog, Oui, qui a gagné 3 fois dans les années 30. C'était le Roger de Vlamingh des années 30. 31. C'était Gaston Robry, 31, 34 et 35. et en 34, il y a une anecdote terrible. Oui, parce qu'en 34, le premier qui franchit la ligne, c'est pas lui. Roger Lapébie, c'est pas lui. Mais hélas, il avait subi une crevaison à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Il a pris le vélo d'un spectateur. Ensuite, il a rechangé de vélo, donc à 2 reprises. Et c'est ce qui a justifié son déclassement. On a un artiste local. Guillaume Tell. C'est génial, tous ces portraits. Et puis là, Bernard Hinault. Il n'aimait pas Paris-Roubaix. C'est à 13 km de l'arrivée et il chute puisqu'il y a un caniche qui traverse la route et il explique ça toujours, un caniche avec un collier rouge. Oui, je me rappelle de son collier rouge. Alors qu'ils sont en plein effort, c'est incroyable. Il gagne, Et puis, c'est une connerie. cette course est une connerie. C'est une connerie. Bon, on va aller vérifier la connerie. Ah oui, on a déjà fait l'an dernier dans la saison 1. Allez jeter un coup d'œil sur le Facebook RTBF Sport ou sur la page YouTube RTBF Sport. On avait fait la Trouée Larambert, le Carrefour de l'Arbre. Ah ben oui, on avait fait le Vélodrome aussi. Donc cette année, on va faire... regardez. On va commencer par un secteur 4 étoiles. Auchy, les Orchies, à Bercé. Alors, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que le plus dur physiquement et le plus stressant pour les coureurs, c'est pas spécialement sur les pavés, c'est juste avant. Pourquoi? Parce qu'il faut se placer, qu'il y a beaucoup de vent, comme ici, on est exposé, et il faut surtout pas rentrer trop loin dans les pavés, parce que si ça tombe devant vous, les premiers ils s'en vont. Clairement ici, avec tout ce qui est tombé pendant la semaine, ce sera boueux, même s'il fait sec dimanche. Il faut vraiment rouler sur le haut du pavé. Ça, c'est important. L'eau, d'abord, l'expérience. Roger de Vlamingh, ça fait qu'à certains endroits, s'il y a de l'eau, il ne faut pas passer. Il manque peut-être un pavé, il y a un trou, on ne le voit pas. C'est là qu'on crève, c'est là qu'on perd. Paris-Roubaix, c'est là qu'on tombe. Tom Bonnen, intérieur de virage. Dernier quitté gauche avant le Carrefour de l'Arbre. Une des années où il gagne, il est en reconnaissance.
L'anecdote vient d'un motard. Il est passé, repassé pour choisir la bonne vitesse jusqu'à déterminer qu'il était capable de passer à fond à l'intérieur. Et le jour de la course, il était devant, bien sûr, devant Thor Hushovd, qui lui n'avait pas repéré de la même façon. Hushovd est tombé, il ne s'attendait pas à une telle vitesse dans le virage. Bonnen va essayer de lâcher Hushovd. Oh là Et là, Hushovd qui est passé, chute. Bonnen est allé trop vite et chute Hushovd dans le virage. Bonnen a gagné. C'est long, c'est éprouvant. Je comprends pourquoi on dit que c'est le monument et peut-être que c'est la course, la classique, la plus dure du monde. Celle où il y a vraiment de la fierté simplement de l'avoir faite et d'être à l'arrivée. Ça, c'est Paris-Roubaix. Qu'on le gagne ou qu'on le perde, l'important, c'est de l'avoir fait. Secteur suivant, 5 étoiles, Mont-Saint-Pelvel. Terrible. L'approche du secteur en descente, c'est super piégeant. Et puis, c'est un faux plat descendant de 2%. Puis on a cette stèle qui a été inaugurée la semaine avant ce Paris-Roubaix, en l'honneur du président des Amis de Paris-Roubaix, François Doulcier, qui nous a quittés à 58 ans. Les Amis de Paris-Roubaix qui s'occupent notamment, on le voit ici sur la photo, de l'entretien de ce secteur. Salut François. Le plus dur, c'est après le dernier virage. Pourquoi? C'est là où les pavés sont les plus ressortis. On est en faux plat montant et on a le vent de face. Je voulais vous parler de l'aéro aussi. À Van der Poel, s'il est si fort, c'est notamment parce qu'il est super musclé au niveau des reins. Il a une super position très avancée aéro sur la selle et au niveau du guidon. Et donc ça joue parce qu'il doit fournir moins d'efforts à partir de la 5e et 6e heure. Et il va gagner 3, 4, 5, 6 watts qui feront la différence. Je suis encore plus claqué qu'au sommet d'Amont. On parlait de l'aéro, il faut voir aussi le coup de pédale. Un Van Aert, il a un coup de piston, on dirait que c'est une bielle. Donc il remonte comme ça. Alors que un Van der Poel, c'est beaucoup entraîné pour avoir encore plus de souplesse juste avec la cheville. Et donc, sur les pavés, je peux vous dire, j'ai essayé, eh bien on prend moins dans les jambes et dans les mollets. Voilà, il y a eu beaucoup d'infos, mais je sais que vous êtes des passionnés ou en passe de le devenir, et ça me semblait important que cette séquence puisse servir pour mieux comprendre ce monument qui nous anime. Et puis j'avais envie aussi de rendre hommage à tous ces personnes de l'ombre qui sont en train de faire des beaux parterres près de la chapelle, juste avant un virage à droite vers un nouveau secteur pavé. Notre prochain rendez-vous, ce sera au pays des tulipes, et non pas des petites fleurs comme ici. Vous l'avez deviné, c'est l'Amstel Gold Race.